il est à la fois mort, il est dans son lit et on a une chambre d'enfant autour de lui, et une chambre d'enfant telle qu'on les imagine, avec des jouets à profusion, un énorme nounours. On a la mort et la joie et un regard qui va de l'un à l'autre. C'est des images qui sont très marquantes. C'est l'activité du vivant, c'est 90%, 95% de l'activité du médecin légiste se fait auprès de victimes de toutes les violences. On imagine le nombre de victimes qu'il peut y avoir. Si on imagine les violences routières, les violences scolaires, les harcèlements, les violences de tout type, intrafamiliales, j'y reviens. Et puis 5% de l'activité du médecin légiste, elle est concentrée autour de l'activité, autour de la mort. Le médecin légiste, c'est le médecin qui va un peu plus loin que les autres médecin qui va après la mort, qui passe cette barrière. La première étape, c'est une étape de conservation de ce corps. La première qu'on va faire, c'est le conserver par l'image. Et nous, notre image, elle est numérique, numérisée. C'est celle du scanner. On va acquérir les images les plus efficaces, les plus performantes. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi irradier le maximum ce corps. On ne peut pas le faire sur quelqu'un de vivant. Là, on va pouvoir avoir les images de la meilleure qualité. Les éléments vont ressortir de façon tout à fait spectaculaire. Une fracture va être visualisée, une micro-fissure osseuse va l'être, un fragment de projectile va l'être. On en est même plus loin. Quelqu'un qui reçoit un coup de couteau, la lame du couteau s'enfonce et pousse un peu d'air devant elle. Puis le couteau est retiré. Et le muscle se collabore, se ferme. À l'autopsie, c'est très compliqué de trouver le tracé exact de la plaie par couteau. Là, on aura la position exacte de la pointe de la lame. Ça veut dire aussi que pour le magistrat, si celle-là a été enfoncée simplement de quelques centimètres, on imaginera que ce sont des coups avec une arme. Et si elle est enfoncée d'une vingtaine, d'une trentaine de centimètres, on verra la volonté d'essayer de tuer la personne. Ce sera qualifié de tentative de meurtre. La chose la plus difficile, alors elle est dans une mort d'un enfant délaissé devant sa souffrance. Il a une souffrance physique, on n'y fait pas attention, on le laisse et il va développer un tableau de complications infectieuses, complications de péritonite, un tableau qu'on voit dans les ouvrages du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Et cet enfant ne l'a pas entendu, on était incapable sans doute de l'élever vraiment, d'être là. L'hôpital, il n'est pas loin en plus, ils sont pas loin ils sont à quelques centaines de mètres. Et il est à la fois mort, il est dans son lit, et on a une chambre d'enfant autour de lui, et une chambre d'enfant telle qu'on les imagine, avec des jouets à profusion, un énorme nounours qui est au-dessus de lui. Il y a cette image à la fois du gros nounours rassurant, sympathique, qui est juste au-dessus, et le corps d'un enfant mort en dessous. On a la mort et la joie, et un regard qui va de l'un à l'autre. C'est des images qui sont très marquantes. Il y a de bons moments quand une victime vient vous retrouver et vous dit « grâce à vous, j'ai pu comprendre, j'ai changé de vie, et je suis bien maintenant ». J'ai eu cet hommage-là très particulier il y a peu de temps. Une dame qui est venue et ce que j'avais fait pour elle, qui était de l'ordre du normal, de l'ordre de ce que j'avais à faire, eh bien pour elle, ça l'avait sauvée. Et là, c'est des très bons moments. J'espère qu'on dira de moi que j'ai été utile à un certain nombre des victimes que j'ai vues, ou à résoudre un certain nombre d'affaires judiciaires auxquelles on m'a demandé d'apporter mon concours.